Bonjour à tous et à toutes et merci bien entendu aux organisateurs de ce très riche colloque. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir présider et animer avec ma collègue cette séance de l'après-midi parce que cette séance porte sur les pratiques de conciliation vie familiale et vie professionnelle. Et dans ma fonction animatrice de la recherche sur la petite enfance à la Caisse nationale d'allocation familiale et travaillant aussi directement sur ces sujets, je me suis toujours interrogée et j'ai jamais eu jusqu'ici d'éléments d'explication à la diversité de l'offre d'offres de conciliation en France, mais surtout aux disparités de cette offre. Je m'explique. Et pour cela, juste avant d'entamer ce débat, je vous ai amené 5 petites cartes pour rendre compte de cette diversité de l'offre et d'essayer d'ores et déjà de donner quelques éléments du débat, quelques éléments d'un débat qu'on pourra avoir tout à l'heure. Alors, on connaît la diversité du recours en mode d'accueil. On sait que les familles les plus défavorisées recourent moins à l'offre d'accueil. On en a parlé ce matin, Sophie Oudéna nous l'a rappelé. On a des éléments qui nous expliquent la diversité du recours au mode d'accueil. Mais on a peu d'éléments qui nous expliquent la diversité de l'offre, une offre qui est donnée nationalement et qui pourtant a des effets sur le territoire provoquant, qui montrent de fortes disparités. Et là, je vous ai amené une carte qui montre le taux de couverture de l'accueil des enfants de moins de 3 ans, c'est-à-dire les enfants qui peuvent être potentiellement accueillis dans un mode d'accueil, les enfants de moins de 3 ans qui peuvent être potentiellement accueillis dans un mode d'accueil formel, c'est-à-dire mode d'accueil tout confondu, crèche, assistante maternelle, école pour les 2 ans et garde à domicile. On s'aperçoit alors que l'offre nationale est identique, on s'aperçoit à une diversité de cette offre qui a une moyenne nationale d'environ 54 places pour 100 enfants, c'est-à-dire que 54 enfants de moins de 3 ans, 54 enfants sur 100 de moins de 3 ans en France ont la capacité à recourir à un mode d'accueil, mais cette offre, comme vous le voyez, elle se répartit de 10 enfants sur 100 sur le territoire à 88 enfants sur le territoire. Donc on a une grande disparité et vous voyez que la région PACA se caractérise par une offre relativement faible par rapport au reste du territoire national. Ça, c'est un premier constat que je voulais pour donner un petit peu le cadre de nos discussions et d'articulation avec les interventions qui vont suivre. Deuxième point que je voulais vous souligner, c'est que cette offre, elle se répartit inégalement. Cette offre, on peut aussi la regarder du point de vue de l'accueil collectif en crèche et du point de vue de l'accueil individuel chez les assistantes maternelles. Or, qu'est-ce qu'on constate du point de vue de l'offre en accueil collectif? On constate aussi, selon les départements, une grande variabilité de l'offre, puisque l'offre couvre de 2 enfants sur 100 seulement dans certains départements, l'offre en accueil collectif, à 61 enfants pour 100 départements dans certains autres départements. Et là-dessus, on voit que la région PACA fait un recours, une offre relativement faible aussi en accueil collectif comparativement aux autres départements. Regardons maintenant, toujours pour poursuivre nos débats,
l'offre auprès des assistantes maternelles. On constate une offre relativement, aussi variable, qui va de 5 à 45 enfants pour 100 selon les départements, avec une région PACA un petit peu plus mitigée, mais un petit peu plus dans une offre pour les assistantes maternelles. Maintenant, si on regarde, parce que nos interventions vont aussi non seulement regarder cet après-midi du côté de l'offre par les professionnels, puisque nous allons avoir des interventions notamment sur les assistantes maternelles et les assistantes familiales, bien que ce soit pas tout à fait dans les mesures de conciliation, mais on aura ces deux aspects. Si on regarde du côté de l'offre parentale, du recours plutôt parental, on s'aperçoit que ce recours varie aussi énormément d'un département à l'autre. On s'aperçoit ici que les bénéficiaires de ce qu'on appelle le CLCA à taux plein, c'est-à-dire les femmes, parce que pour 97% de ces bénéficiaires, ce sont des femmes, les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité, c'est-à-dire d'une prestation donnée par les caisses d'allocation familiale pour combler en fait la perte de salaire due à l'arrêt d'activité, on s'aperçoit que dans la région, qu'il y a une forte diversité de ce recours, et on s'aperçoit aussi que la région PACA a un recours relativement élevé, pas dans les plus élevés, mais relativement élevé, de la garde parentale par les mères, c'est-à-dire des mères qui arrêtent leur activité pour s'occuper de leurs enfants, de moyen à moyen plus, pour le recours. Et si, parce que nous allons nous intéresser par rapport au statut d'activité aux personnes qui travaillent à temps partiel, si on regarde les bénéficiaires qui ont recours au complément de libre choix d'activité, c'est-à-dire du congé parental à taux partiel, je me suis trompée, qu'est-ce que j'ai Oui, pardon, ici c'est le congé parental à taux réduit, pardon, excusez-moi, je me suis trompée ici dans le titre. On s'aperçoit que par exemple dans la région PACA, les femmes qui diminuent, parmi les bénéficiaires du CLCA, les femmes qui diminuent leur activité sont moins représentées que sur l'ensemble du territoire. Donc les femmes bénéficiaires du congé parental en région PACA se distingueraient par un recours plus fréquent à l'arrêt d'activité qu'à la réduction partielle d'activité. Voilà, je voulais juste donner ces éléments-là de débat parce que je pense que les interventions de cet après-midi, à la fois sur le rapport que les professionnels peuvent entretenir sur leur rapport au travail, que les femmes peuvent entretenir sur leur rapport au travail en parlant aussi sur le travail à temps partiel, et les femmes en général, pour la deuxième partie de la discussion, sur le rapport à la maternité et à l'idée de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut avoir, de qu'est-ce qu'être mère et avoir une activité. Je pense que les interventions de cet après-midi pourront peut-être, selon les angles d'approche originales, je trouve, qui nous sont proposés, pourront peut-être nous donner quelques éléments d'explication à cette diversité de l'offre sur le territoire. Voilà, je laisse donc d'ores et déjà, et j'ai déjà trop parlé, la parole à Nathalie Chapon qui reviendra sur ce croisement et ce paradoxe dans le métier d'assistante familiale, du paradoxe du croisement entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Bien, bonjour. Nathalie Chapon, je suis enseignante et chercheure à Aix-Marseille Université et je travaille sur la question de l'accueil familial depuis maintenant plusieurs années et
particulièrement sur la question de la parentalité. Vous m'entendez bien? Oui? Plus fort. Je vais vous faire une introduction générale puisque je vais parler de la question de l'accueil familial, l'assistant familial, et Sophie Martin va parler de la question des assistants maternels. Et nous avons, avec Yvonne Toulbélière, trouvé intéressant et judicieux de vous faire une introduction générale à notre propos et une conclusion générale aussi, puisque nous avons croisé nos différentes approches. Donc, le champ de l'enfance en garde, de la nourrice assistante familiale. Alors, nourrice, assistante maternelle permanente, assistante maternelle non permanente, assistante familiale, c'est autant de dénominations pour nommer ces femmes qui prennent en charge les enfants des autres. Alors, les enfants de celles qui travaillent à l'extérieur, les enfants de celles qui ne peuvent plus s'en occuper pour un temps, voire pour longtemps. Si on parle encore aujourd'hui de nourrice, pour définir des assistantes maternelles, on constate un développement et une professionnalisation de cet emploi depuis les lois du 17 mai 1977, celle du 12 juillet 1992, qui leur ont donné donc un statut professionnel. La loi de 1992 est importante, elle reconnaît ainsi aux nourrices deux métiers possibles, assistante maternelle permanente et assistante maternelle non permanente, ainsi qu'une amélioration donc, des conditions de travail, contrat de travail, congés payés, etc. Bien qu'il s'agisse ici d'un seul texte de loi, cette distinction est capitale, en fait, car elle détermine deux métiers possibles et deux champs de l'enfance qui sont considérablement différents. La loi du 27 juin 2005 distingue les assistants maternels des assistants familiaux. Donc on fait encore un pas supplémentaire ici. Les premiers ayant en charge les enfants à la journée, des femmes qui travaillent, et les autres, les enfants placés, accueillis par une mesure donc administrative ou judiciaire en protection de l'enfance. Donc des enfants qui sont dans un cadre ordinaire pour les uns et des enfants en difficulté, fragilisés, maltraités, abîmés, en recherche d'un cadre sécurisant pour les autres. Donc des parents qui sont employeurs dans le premier champ, pour les premiers, aux parents qui sont usagers, qui sont malmenés dans leur parentalité pour les seconds. Aujourd'hui, on compte 414 351 assistants maternels agréés, dont 80% exercent une activité soit auprès d'un particulier ou d'une crèche familiale. En protection de l'enfance, on dénombre 43 000 assistants familiaux agréés, dont la majorité est embauchée par les départements et par le service d'aide sociale à l'enfance, ou par des structures privées. Donc nous abordons aujourd'hui ce champ de la prise en charge de l'enfance à partir de deux communications. Donc la première, donc, qui est la communication que je vais faire, donc à partir d'une réflexion sur la profession d'assistant familial, du croisement de la sphère publique et privée et de ses paradoxes. Qui sont les assistantes familiales aujourd'hui? Quels sont les débats en cours sur cette profession? Et peut-on aimer un enfant tout en étant une professionnelle de l'enfance? Et puis la seconde, de Sophie Martin, à partir d'une réflexion sur les assistantes maternelles, dans laquelle donc, elle proposera une nouvelle approche par un travail, par un accueil éducatif adapté, personnalisé chez une assistante maternelle, qui va interroger les nouvelles compétences indispensables pour répondre à ces besoins. Alors, être mère et assistante familiale, les paradoxes d'un métier. Alors, aujourd'hui, on dénombre en France 66 491 enfants placés ou enfants accueillis. On parle d'enfants accueillis aujourd'hui. En famille d'accueil, ce qui correspond à 54% de l'ensemble des jeunes confiés à l'aide sociale de l'enfance. Le placement en accueil familial, c'est le mode privilégié aujourd'hui de prise en charge. Et donc, on a 43 000 assistantes familiales pour le lycée. En fait, qui est l'assistante familiale? C'est une personne qui est agréée, moyennant une rémunération et qui accueille donc habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile dans un dispositif de protection de l'enfance. Donc elle exerce son activité à son domicile, dans la sphère privée, et implique l'ensemble de la famille dans l'accueil de l'enfant. Son rôle est d'exercer donc auprès du jeune des fonctions parentales nécessaires afin qu'il puisse se développer physiquement, psychologiquement et nouer une relation affective. Cela signifie donc pour la famille vivre au quotidien avec cet enfant. Et cette vie en commun, à mesure qu'elle se prolonge dans le temps, elle va modifier progressivement les rapports au sein des membres de la famille, c'est une évidence.
Et l'assistante familiale doit demeurer vigilante quant à la place que prend progressivement cet enfant dans la famille. Donc on voit bien, la fonction de l'assistante familiale est au croisement de la sphère publique et de la sphère privée. En ce sens, l'absence de limite spatiale induit la difficulté de poser des limites dans la relation affective. Donc, afin de cerner cette ambiguïté, nous allons donc mettre en valeur l'identité plurielle de ces femmes et nous nous intéresserons donc à la représentation qu'elles ont de leurs fonctions et des relations qu'elles développent avec les enfants. Alors, qui sont les assistantes familiales? De la nourrice à l'assistante familiale, on l'a vu, il y a une évolution progressive du statut, 1977, 1992, 2005, qui témoigne donc d'une émancipation de l'image de nourrice vers celui de professionnel de l'enfance. Pourquoi ces femmes, ces familles font-elles le choix de garder des enfants des autres? Alors, 3 points vont être abordés. Le premier, l'accès à la profession. Le deuxième, le désir d'enfant. Et le troisième, un environnement social déterminant, notamment la question de l'héritage familial. Alors, l'accès à la profession. On constate un accès différencié à la profession à partir de 3 profils. Donc, ce travail est en fait, je ne l'ai pas dit au départ, mais c'est le résultat d'un travail de recherche qui a été réalisé. Donc, un accès à la profession sous 3 profils possibles. Les femmes au foyer, les assistantes maternelles et ce que j'ai nommé les actives essoufflées ou non intéressées. Alors, les femmes au foyer. En fait, elles sont les plus nombreuses. Ce sont des femmes qui n'avaient aucune activité avant de devenir assistante familiale. Elles voulaient simplement... Moi, je voulais avoir des enfants avec moi. Depuis l'âge de 12 ans, je m'occupais de bébés. Et je me disais que quand j'en aurais, je n'irais plus travailler. Je voyais les enfants qui sortaient des maisons, qui allaient à la crèche, des oncles et des tantes. C'est difficile. Moi, je me suis arrêtée de travailler pour le premier. Voilà. Et donc, elle nous explique qu'il y a un arrêt de travail pour s'occuper de ses enfants. Et ensuite, on démarre naturellement une activité d'assistante familiale. Deuxième profil, les assistantes maternelles. Donc le choix ici de devenir assistante familiale est un prolongement en fait de la pratique d'une activité de garde de jour. Donc de nombreuses assistantes familiales ont commencé leur activité en gardant des enfants à la journée avant de choisir de devenir assistante familiale. J'ai arrêté de travailler à l'hôpital, j'ai choisi de garder des enfants, j'ai gardé des enfants à la journée et ensuite je suis devenue assistante familiale. Une activité professionnelle extérieure, et le plus souvent, les femmes nous parlent d'une activité en termes, lorsqu'elles travaillent à l'extérieur, en termes de pénibilité, une activité qui était jugée inappropriée et inintéressante. Le désir d'enfant. Le choix donc de devenir assistante familiale est motivé par l'envie de s'occuper des enfants en difficulté, de leur apporter de l'amour. Le désir d'enfant s'exprime différemment en fonction de l'âge et de l'histoire familiale de la famille d'accueil. L'itinéraire des assistantes familiales se différencie donc par le cycle de vie où elles entrent dans l'activité. Donc 3 profils possibles, les potentiellement mères, les déjà mères ou les grand-mères. Alors les potentiellement mères, le désir d'enfant ici répond aux impossibilités naturelles d'accéder une nouvelle fois à la procréation, au souhait, au plaisir d'être encore mère ou de le devenir. Derrière ce désir d'enfant, dans l'exercice d'activité de garde, se cache le souhait donc d'élargir la famille et d'offrir à un enfant de l'affection et du bonheur. Donc il s'agit ici d'un élargissement du cadre familial. Exemple, une citation d'excellent entretien, j'ai 3 enfants, on en voulait un 4e, mais j'ai fait 3 fausses couches, etc. Les déjà mères, il s'agit du désir de continuer à materner sans pour autant accéder à la maternité. C'est une maternité autrement. J'avais un manque d'enfants, j'ai été opérée d'un fibrome, je ne pouvais plus en avoir, je voulais en avoir d'autres, je me disais, bon, j'en ai 5 à moi, mais j'aimerais bien en avoir d'autres. Les grand-mères, les assistantes familiales plus âgées, approchant la grand-parentalité ou la pratiquant, donneront donc une explication de leur désir d'enfant tout à fait différente de celle apportée par de jeunes assistantes familiales ou encore en âge de procréer. Le discours ici est davantage orienté vers le désir de combler un vide physique par le départ du dernier, de remplir en fait une maison vide qui est sans enfant, plutôt que d'assouvir l'envie de maternité. 5 minutes, c'est possible. Alors, un environnement social déterminant, un héritage familial.
Alors, le choix de se rendre disponible pour sa famille, ses enfants, son mari est soumis à diverses influences. Une influence familiale, une influence maritale, une influence infantile, le mari souhaitant qu'elle reste à la maison et les enfants aussi fortement. Toutes les assistantes familiales rencontrées connaissent dans leur entourage amical, familial, voisinage, une personne exerçant cette activité. Donc, ça peut être une tante, un parent, une amie, une voisine, etc. Donc, ça signifie aussi qu'il n'y a pas de hasard ici. L'inscription de la famille dans un environnement social déterminant. Il y a 3 types d'éléments intéressants ici, dans le cadre de l'héritage familial. L'héritage parental est un élément particulièrement important dans la compréhension du choix de l'activité. L'histoire parentale est souvent imprégnée de trajectoires de placement et de garde d'enfants, soit parce que la mère de l'assistante familiale a choisi de garder des enfants à la journée ou d'être famille d'accueil, soit parce que les parents sont d'anciens enfants placés, ou soit parce que l'assistante familiale ou son conjoint a eux-mêmes connu le placement. On retrouve donc 2 cas dans le cas de cet héritage familial. L'héritage d'une pratique de garde d'enfants de mère en fille et l'héritage d'une histoire parentale douloureuse réparée par une des filles. C'est donc une profession ancrée dans l'histoire familiale, passée et actuelle. Alors, une professionnalisation à rude épreuve. Donc, après avoir présenté les différents profils, nous allons maintenant aborder la question de la professionnalisation très rapidement. Le débat est-il encore en cours aujourd'hui, c'est la question. Malgré, on vient de voir ensemble l'évolution du statut avec les 3 lois, une évolution qui est importante. Alors, il y a une évolution juridique de la profession. On constate pourtant, malgré tout, un nombre de résistances très importantes sur le terrain, y compris par les professionnels eux-mêmes, et une grande méconnaissance de l'opinion publique de ce métier. Pendant des années, ces interrogations ont été relayées dans de nombreux écrits, y compris des écrits de collègues dans les années 90, y compris fin des années 90. On a des travaux de Moser, par exemple, de Hanno, de Nérin et Pétrou, qui questionnent cette possible professionnalisation. Aujourd'hui, même si les textes ont fait évoluer les mentalités, encore les acteurs de terrain reconnaissent cette difficulté-là à faire valoir les statuts du métier, à être reconnus à part entière comme une profession. Alors, les assistantes maternelles familiales elles-mêmes témoignent de cette difficulté, notamment au niveau des équipes enfance-famille, pour qu'elles soient considérées comme de réels collègues par rapport à des décisions qui peuvent être prises sans concertation réelle. Toutefois, il est intéressant de constater des bribes de changement sur le terrain, notamment le dernier guide de l'accueil familial de 2015, réalisé dans les Bouches-du-Rhône, confirme une évolution majeure de la reconnaissance de l'assistant familial comme un membre à part entière de l'équipe. Je cite le texte. L'équipe chargée de la mission enfance-famille est composée d'assistants sociaux et d'éducateurs spécialisés, d'assistants familiaux et de psychologues. Donc on voit bien ici la prise en compte de l'assistant familial dans les textes, place désormais aux équipes à le mettre en place au quotidien. Ça, aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile selon certains territoires. Alors, je vais faire vite puisqu'il me reste peu de temps. C'est important. Je vais quand même aborder une partie qui me semble très importante, sinon le propos sera trop biaisé. Voilà. Dernière partie qui me semble quand même importante à poser avec vous. Face à ce processus de professionnalisation, que dire de l'amour pour les enfants accueillis? Est-ce qu'on peut être plus juste ou pas? Que dire d'amour dans tout ça? Donc la question de l'amour, des sentiments, est au centre de cette profession et au centre de tous les paradoxes. Les assistants familiaux reconnaissent porter de l'amour pour ses enfants, mais on se trouve au centre d'une ambiguïté. Elles essaient d'être au plus juste dans leur positionnement. Être dans le juste, qu'est-ce que ça signifie? C'est la recherche d'un équilibre précaire qui se construit avec le temps et l'ensemble des acteurs en présence, dans un espace familial, avec des normes qui sont propres, une intimité, mais soumis à un cadre professionnel. Dans l'ensemble des actes usuels, les assistants familiales tenteront d'être dans le juste, dans l'éducation apportée, les soins, etc. Et de prendre du recul face à ça. C'est ainsi qu'on peut lire toujours dans le guide de l'accueil familial de 2015, ce qui est considéré comme un guide, d'accord, par les professionnels de l'enfance aujourd'hui. Donc, le guide de 2015 des Bouches-du-Rhône dit ceci. L'assistant familial n'est pas un professionnel comme les autres.
C'est certainement la personne du dispositif qui s'engage le plus. Le placement familial dans sa dimension affective rend quelquefois difficile le positionnement professionnel. Or, ce document de référence, dont l'objectif est de définir la place et le rôle de chaque intervenant dans le processus de prise en charge de l'enfant, non seulement n'apporte pas d'éclairage sur cette question centrale, mais pose d'emblée l'injonction paradoxale à laquelle contraint l'assistance familiale dans sa profession un engagement affectif nécessaire, mais rendant difficile sa posture professionnelle. Être à l'écoute des enfants, disponible, rapporter des soins, ce sont des qualités indispensables, mais qui peuvent être aussi identifiées comme des facteurs bloquants. On se retrouve face à des situations de vie où l'institution pose un cadre de référence porteur de contradictions. Toutefois, cela ne signifie pas non plus l'incapacité de développer des compétences professionnelles, et cela ne remet pas en question cette posture-là. La reconnaissance donc, de compétences émotionnelles permet l'exercice de cette activité d'une autre façon, en y voyant davantage une force qu'une faiblesse. Donc on parlera plutôt en termes de complémentarité des compétences ici. Alors il est vain de croire que l'amour n'est pas présent dans l'accueil familial. Depuis des siècles, il façonne le placement familial. Il a été la base de la mise en œuvre de cette prise en charge, je le rappelle, par Saint Vincent de Paul, les œufs charitables et les nourrices. L'histoire regorge d'exemples où l'État a imposé le déplacement tous les 2 ans des enfants confiés, je pense notamment à la circulaire de 1827, où des nourrices ont été refusées de se séparer des enfants dont elles avaient la charge malgré la précarité financière dans laquelle elles se trouvaient. 2 siècles plus tard, on se trouve aujourd'hui confronté aux mêmes questions d'aimer et de rester professionnel, d'aimer et de recevoir un salaire. Je termine. Alors, je ne parlerai pas de la parentalité d'accueil et des différents modes de suppléance qui permettent un positionnement plus juste. Non, j'en parlerai pas. C'est pourtant très intéressant. C'est sûr, je n'en parlerai pas. Mais je terminerai juste en disant qu'on constate certaines assistantes familiales qui prennent de la distance dans la profession en se focalisant bien sûr sur une posture exclusivement professionnelle. Oui, il y en a, bien sûr. Qui vont mettre en avant leur profession et leur salaire. Mais d'autres s'investissent dans la relation avec l'enfant, comme avec leurs propres enfants, allant pour certaines même jusqu'à une adoption plénière, voire une adoption simple. Donc je vous invite vraiment à ouvrir la réflexion et le débat sur les modes de suppléance qui sont une réponse beaucoup plus juste, qui montre que les assistants familiales sont en capacité de s'adapter et de développer des relations singulières avec chaque enfant. Je vous remercie. Merci.